Personne ne te prépare au poids silencieux d'être ignoré. Il n'existe pas de manuel pour ce moment où tes mots tombent dans le vide et où l'absence de l'autre devient un mécanisme qui défie ta stabilité. Quand quelqu'un s'éloigne ou t'exclut, l'esprit s'active comme une machine implacable qui cherche des explications, fabrique des scénarios et multiplie le coût psychologique de chaque seconde d'attente. Il est inconfortable de le reconnaître, mais une grande partie de la douleur n'est pas réelle. C'est une fabrication interne, le résultat de laisser les autres contrôler ton équilibre. C'est ici que le stoïcisme cesse d'être une théorie et devient un entraînement pratique. Il ne s'agit pas de se durcir ni d'agir comme si rien n'importait, mais de choisir consciemment où tu mets ton attention et à quoi tu donnes du pouvoir. Tu peux tomber dans le piège de la réaction impulsive, répondre avec une fierté blessée ou céder à la tentation de chercher une validation là où il n'y en a plus. Mais tu peux aussi opter pour la discipline émotionnelle et la clarté. La véritable maîtrise n'est pas de résister à la douleur, mais de la comprendre et de l'utiliser comme filtre pour grandir. Tu n'es pas l'otage du silence des autres. Parfois, lâcher prise n'est pas une faiblesse, mais la forme la plus pure de force. Si tu veux apprendre à ne pas te perdre quand les autres s'éloignent, si tu cherches à ne plus négocier ta valeur avec les gestes des autres, c'est le moment d'ajuster tes mécanismes mentaux et de revendiquer le contrôle sur ta réaction. Le calme est une décision, la dignité, une habitude. 1. Choisis ta réaction, pas ton impulsion. Tu n'as aucun contrôle sur ce que fait l'autre personne, aucun. Arrête de te raconter le mensonge selon lequel si tu insistes, si tu demandes, si tu montres ce que tu ressens, tu pourras forcer une réaction, changer une absence, réécrire la fin d'une histoire. C'est le piège de l'impulsion. Sauter chaque fois que le vide te dérange, déclencher des réponses automatiques parce que tu as peur de te sentir ignoré ou déplacé. Mais voici la vérité inconfortable. Ton premier acte de faiblesse n'est pas que quelqu'un t'ignore, mais que tu te rendes à l'urgence de réagir sans réfléchir, de chercher une validation qui ne dépend pas de toi. Il est plus facile de blâmer l'autre, mais le véritable problème commence à l'instant où tu décides de ne pas être maître de ta réponse, mais esclave de tes émotions les plus basiques. Chaque fois que tu laisses cette impulsion prendre le contrôle, tu fabriques une dette émotionnelle envers toi-même. C'est une facture qui s'accumule. Tu te trahis pour soulager un malaise immédiat et le prix est ta paix mentale. Tu n'es pas moins digne parce que quelqu'un s'éloigne. Tu te réduis lorsque tu remets ta dignité pour mendier de l'attention ou une explication. L'esprit conditionné cherche des sorties automatiques, bloquer, exiger, dramatiser, disparaître aussi juste pour faire semblant que cela ne t'affecte pas. Mais cette réaction ne résout rien, elle t'éloigne simplement de la véritable force. C'est comme si tu utilisais un filtre déformant. Tout ce que tu vois passe par le prisme de ton insécurité et de ton urgence. Le stoïcisme exige le contraire. Il exige que tu mettes un frein, que tu respires avant d'agir, que tu te souviennes de qui tu es et que tu laisses passer la première vague de douleur sans te laisser emporter. Il ne s'agit pas de geler tes émotions, mais d'entraîner ta capacité à décider de ton prochain mouvement avec un esprit clair, pas avec un cœur en flammes. Les gens vont et viennent, parfois sans prévenir. Ce n'est pas une attaque personnelle ni une épreuve de ta valeur. Tu dois arrêter de chercher des raisons externes pour justifier ta réaction interne. L'impulsion est confortable, elle te permet de décharger la tension en quelques secondes. Mais elle te condamne à vivre de manière réactive, à la merci de n'importe quel silence ou absence. Tu choisis ta réaction ou tu te contentes d'être une marionnette de tes états émotionnels. Il n'y a pas de juste milieu. N'attends pas que l'autocontrôle surgisse de nulle part. Il se forge à travers des décisions inconfortables, en te maintenant dans cet espace où l'incertitude brûle. Et pourtant, tu ne cours pas éteindre le feu avec des actes désespérés. La prochaine fois que tu ressentiras la tentation d'envoyer ce message impulsif, de chercher une réaction rapide pour te sentir vivant à nouveau, souviens-toi de ceci. Ne pas répondre est aussi une réponse. Le silence peut être ton allié si tu l'utilises comme un espace pour retrouver ton centre, pas comme une punition ou une stratégie.
Maîtriser ta réaction est un acte de respect de soi, pas un jeu de pouvoir. La tranquillité ne vient pas du contrôle de l'autre, elle vient de ne pas te perdre lorsque les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Tu choisis le calme ou tu choisis le chaos, jamais les deux. C'est la différence entre quelqu'un qui survit et quelqu'un qui se renforce. N'attends pas que les autres changent pour trouver la paix. Choisis de répondre avec maturité, même si la situation ne le mérite pas. Tu n'as rien à prouver à celui qui s'en va. Tu dois te prouver à toi-même que ta valeur et ta dignité ne dépendent pas de la réaction d'un autre, mais de ta décision de ne pas te trahir. C'est ici que commence le véritable autocontrôle. Quand tu cesses d'être victime de ton impulsion et que tu décides d'être responsable de ta réaction. 2. Ta valeur ne dépend pas des autres. Tu te réveilles, tu consultes ton téléphone presque par réflexe, et là, c'est là, cette conversation qui n'avance pas, ce message qui reste sans réponse, cette absence qui pèse sur ta poitrine même si tu essaies de ne pas y prêter attention. Tu regardes l'écran à la recherche de quelque chose de nouveau, un signe qui te ramène la tranquillité, et l'esprit commence à s'emballer. Ai-je fait quelque chose de mal? Aurais-je dû dire autre chose? Pourquoi ne répond-il pas? C'est presque automatique, l'urgence d'interpréter le silence comme un jugement sur ta valeur apparaît. Et juste là, sans t'en rendre compte, tu commences à te donner à l'opinion d'un autre, remettant ton estime de soi au gré de ses messages, de ses délais et de ses décisions. L'esprit cherche des explications externes parce que rester avec sa propre insécurité est inconfortable. Mais cet inconfort est nécessaire. C'est le premier signe que tu mesures ton importance avec une règle qui n'a jamais été la tienne. Le piège réside dans le conditionnement. Nous croyons depuis des années que d'être aimé, recherché ou approuvé nous rend précieux. C'est un mécanisme appris, comme une programmation de fond qui ne se déclenche que lorsque quelqu'un s'éloigne ou nous ignore. Tout à coup, tout ce que tu croyais sur toi vacille parce qu'une personne a décidé de ne pas répondre. C'est l'erreur. Confondre la réaction d'autrui avec un jugement sur ta dignité. La vraie valeur n'est pas une monnaie qui monte et descend selon qui reste ou qui s'en va. C'est une base interne, quelque chose qui ne doit pas dépendre du regard, du geste ou de la parole de quiconque. Lorsque tu remets ta sécurité entre les mains d'une autre personne, tu deviens otage de ses états d'âme, de ses priorités, de ses propres luttes invisibles. C'est là que commence le véritable épuisement. Tu deviens spectateur de ta vie, attendant la validation qui n'arrive jamais de manière stable. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de douleur lorsque quelqu'un s'éloigne, ni de feindre l'indifférence. Il s'agit de reconnaître que le vide laissé par l'absence n'est pas une dette que tu dois régler en changeant qui tu es ou ce que tu donnes. La pensée déformée veut te convaincre que si tu étais meilleur, si tu faisais plus, alors l'autre reviendrait, te chercherait, te validerait. C'est le mensonge qui fait le plus de mal, lier sa propre valeur à ce que tu ne contrôles pas. Le stoïcisme enseigne à séparer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Et dans cette séparation se trouve le principe de la liberté émotionnelle. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un répond, mais tu peux décider de ne pas hypothéquer ton estime de soi en attendant une réaction. La perception de soi est un muscle que tu entraînes chaque fois que tu choisis de ne pas céder à l'urgence de changer pour plaire, de t'adapter au moule d'autrui par peur de perdre. C'est difficile, car cela va à l'encontre d'années d'habitude et de l'anxiété de te sentir invisible. Mais le véritable respect de soi se démontre dans les moments inconfortables, pas dans le confort de l'attention constante. Voici la ligne emblématique. Tu n'es pas moins parce que quelqu'un ne voit pas ta valeur. Tu es moins quand tu l'oublies toi-même. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux construire qu'à l'intérieur. La dignité ne se négocie pas avec des miettes d'attention, elle se protège, même quand personne ne regarde. Accepter que ta valeur est immuable, même si le monde l'ignore un moment, est un acte de force. Ce n'est pas de l'orgueil vide, ni une indifférence feinte, c'est la décision consciente de ne pas laisser le silence d'un autre fracturer ton autoconcept.
La prochaine fois que le vide te tentera de mendier un signe, souviens-toi de ceci. Ta valeur ne se négocie pas, elle se maintient. C'est le principe pour commencer à vivre libre du chantage émotionnel de l'attente. 3. Arrêtez l'esprit avant de réagir. Je vais être honnête, l'esprit ne veut pas que vous vous arrêtiez. Il ne veut pas que vous observiez. Il veut sauter directement à la réaction, à la décharge, au soulagement immédiat. Je le sais parce que cela m'arrive aussi. Quand le silence de quelqu'un me fait mal, l'esprit fabrique en quelques secondes toute une série de scénarios et d'explications, chacun plus dramatique que le précédent. C'est inconfortable de reconnaître cela, mais il y a une partie de nous qui préfère agir avant de réfléchir, même si le prix est élevé. C'est le mécanisme automatique, ressentir une menace et chercher une sortie rapide, comme si se laisser emporter par l'impulsion était la seule option. Mais c'est là que vous commencez à perdre, car chaque réaction sans réflexion est une concession de pouvoir. Le véritable conflit n'est pas avec l'autre personne, mais avec cette urgence interne qui exige une réponse immédiate, peu importe les conséquences. Si vous décomposez le processus, vous réalisez comment fonctionne le piège. Face au vide, l'esprit cherche un sens, et presque toujours, il le trouve contre vous. Vous pouvez sentir le poids de l'attente, l'anxiété qui monte comme une pression dans la poitrine, et la pensée s'accélère. Il faut faire quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas rester immobile. Mais cette hâte est en réalité la peur de ce que vous pourriez découvrir si vous vous arrêtez. Il est plus facile d'agir que d'affronter le fait que vous n'avez pas le contrôle, que le silence n'est pas de votre faute, que l'absence ne définit pas votre valeur. Lorsque vous analysez ce qui se passe à ce moment critique entre ressentir la douleur et réagir, vous voyez que c'est là que se joue la marge de manœuvre la plus importante. L'espace entre le stimulus et la réponse est là où se joue la véritable bataille pour votre paix intérieure. C'est ici que l'entraînement stoïque entre en jeu. Il ne s'agit pas de réprimer l'émotion, ni de faire semblant que cela n'a pas d'importance, mais d'interrompre le cycle automatique de réaction. C'est un exercice mental, presque chirurgical. Remarquer l'impulsion, l'identifier, la remettre en question. Avez-vous vraiment besoin de répondre maintenant ? Ou pouvez-vous vous permettre quelques minutes ou quelques heures pour laisser la température redescendre ? C'est seulement là que vous commencez à retrouver votre capacité stratégique, car l'autocontrôle n'est pas un don, c'est une pratique délibérée. Chaque fois que vous choisissez d'attendre avant de répondre, chaque fois que vous respirez et retardez la réaction, vous renforcez le muscle de la volonté. L'esprit suggère que vous allez perdre quelque chose si vous n'agissez pas tout de suite, mais l'expérience montre le contraire. Ce que vous perdez réellement, c'est votre centre lorsque vous vous laissez emporter par l'urgence. La conséquence de ne pas vous arrêter est prévisible. Des messages dont vous vous repentez, des mots superflus, des décisions impulsives qui n'aggravent que le vide initial. En agissant sans pause, vous multipliez les dégâts et vous vous enchaînez à une narration dont il est difficile de sortir. En revanche, si vous restez un moment dans cet espace inconfortable, si vous supportez la pression de l'incertitude sans bouger, vous commencez à gagner en perspective. La clarté arrive lorsque l'émotion cesse de dicter vos mouvements et que vous pouvez observer la situation avec plus de distance. La douleur ne disparaît pas, mais elle ne vous entraîne plus. L'autocontrôle se construit ainsi, en choisissant de ne pas répondre au premier appel du malaise. Ne réagissez pas, décidez. C'est la ligne qui sépare le chaos du calme. L'aspect pratique de cette stratégie est brutalement simple et difficile à la fois. Lorsque vous ressentez l'impulsion, arrêtez-vous. Comptez jusqu'à 10, sortez faire une promenade, changez d'environnement, faites n'importe quoi qui interrompe le cycle automatique. Ce n'est pas de l'évasion, c'est de la discipline émotionnelle. Chaque fois que vous réussissez ce petit frein, vous montrez à votre esprit qu'il ne commande pas seul, que vous avez le dernier mot. Le pouvoir réside dans cette marge, dans cet instant où vous pouvez choisir de ne pas agir. Celui qui maîtrise cette seconde maîtrise le résultat. La réaction rapide est presque toujours la réaction erronée.
C'est ainsi que se forge le caractère, dans les secondes où vous décidez d'attendre et de réfléchir avant de bouger. La clé est de comprendre que votre dignité ne dépend pas de la rapidité de votre réponse, mais de la qualité de votre décision. 4. Utilisez le silence pour grandir. Parfois, le silence ressemble à une pièce blanche et vide, sans fenêtre, sans horloge, juste vous et l'écho sourd de vos propres pensées. Il n'y a rien à regarder, sauf ce vide qui défie votre patience et expose l'inconfort de ne pas avoir de réponse. La tentation est de remplir cet espace à tout prix, avec des mots, avec des actions, avec des tentatives maladroites de forcer une réaction. Mais voici la leçon que personne ne veut entendre. Le silence n'est pas une cellule, c'est une salle de sport brutale pour l'esprit. Chaque seconde dans cet espace devient un poids invisible. Vous pouvez sentir la tension dans vos épaules, la pression dans votre poitrine, l'envie de fuir vers la réaction la plus facile. La véritable croissance commence lorsque vous décidez de rester. Pas en attendant un signe salvateur, mais en utilisant cet espace pour vous regarder vous-même sans distraction, sans excuse. S'observer dans le silence est inconfortable car cela vous oblige à affronter ce que vous cachez normalement derrière le bruit. Vos insécurités, vos attentes non satisfaites, votre besoin de contrôle. Il y a un geste presque automatique chez la plupart. Regarder l'écran en espérant que quelque chose change, ajuster le téléphone entre les mains, faire des allers-retours dans la pièce, chercher n'importe quoi qui interrompe le vide. Mais si vous parvenez à tenir dans cet inconfort, vous commencez à écouter ce qui se passe vraiment en vous. Le silence est un miroir sans distorsion. Il n'y a pas de filtre ni de versions éditées, juste la matière première de vos émotions non traitées. Il vous oblige à reconnaître d'où vous agissez. Est-ce un besoin d'approbation, une peur de la solitude, une colère de vous sentir déplacé? La croissance se produit lorsque vous arrêtez de cacher ces sentiments et choisissez de les comprendre. Dans la pratique, utiliser le silence pour grandir signifie changer l'angle de la question. Il ne s'agit pas de « pourquoi ne répond-il pas ?» mais de « que puis-je découvrir ici que je ne veux pas voir ?» Le stoïcisme ne propose pas de devenir de pierre. Il vous demande d'utiliser l'absence de l'autre comme un espace fertile pour entraîner l'autocontrôle, pour renforcer le muscle de la patience, pour analyser vos schémas de réaction avec une honnêteté qui dérange. Chaque fois que vous supportez l'attente sans agir par impulsion, vous renforcez l'idée que vous ne dépendez pas de la validation externe pour vous sentir complet. C'est un travail interne, presque artisanal. Vous polissez les arêtes de votre caractère dans la friction de l'incertitude. Il y a un type de clarté qui n'arrive que lorsque vous cessez de saturer le moment avec vos tentatives de contrôle. Vous pouvez le voir dans des détails minimes. Le corps qui se détend après des minutes de tension. La respiration qui devient plus profonde lorsque vous décidez de ne pas envoyer ce message, le regard qui cesse de chercher à l'extérieur et commence à enregistrer ce que vous ressentez vraiment. Ce sont des gestes subtils, presque imperceptibles, mais ils marquent la différence entre vivre de manière réactive et vivre en contrôle. Profiter du silence n'est pas se résigner ni punir l'autre, c'est choisir la croissance plutôt que l'urgence, l'introspection plutôt que le désespoir. Celui qui maîtrise le silence maîtrise son esprit. C'est la clé. Transformez le vide en un laboratoire pour vous connaître, pour affiner votre réponse, afin que la prochaine fois que quelqu'un s'éloigne, vous ne perdiez pas l'équilibre. Le silence n'est pas votre ennemi, c'est la scène où votre véritable force est mise à l'épreuve. Acceptez l'inconfort et transformez-le en espace pour grandir. C'est ainsi que vous ne sortez pas blessé, mais plus fort qu'auparavant. 5. Investis ton énergie en toi-même. Arrête d'investir ton énergie dans ceux qui ont déjà décidé de ne pas investir en toi. C'est aussi simple que ça. La réalité est que chaque fois que tu consacres ton attention mentale à quelqu'un qui t'ignore, tu te voles toi-même. Ce n'est pas l'autre qui te prend quoi que ce soit, c'est toi, avec ton obsession, avec ton besoin d'être validé par une réaction extérieure, qui te dépouille jour après jour.
Penses-tu vraiment que répéter les mêmes pensées, vérifier le chat en espérant un miracle ou imaginer des dizaines de scénarios va changer quelque chose? La seule chose que tu obtiens, c'est de t'appauvrir émotionnellement, de remplir ton esprit de déchets et de te fragiliser de l'intérieur. Il n'y a pas de dignité à attendre ce qui ne dépend pas de toi, juste de l'épuisement. Le stoïcisme te le crie au visage. Arrête de donner ta vie à l'indifférence d'un autre. Investir ton énergie en toi-même n'est pas un slogan vide, c'est une urgence psychologique. Plus tu passes de temps à ruminer l'absence de l'autre, moins tu as de force pour construire, pour grandir, pour réparer ce qui est sous ton contrôle. La compassion mal comprise est une autre piège. Tu te dis que ça fait mal parce que tu as beaucoup d'amour à donner, alors qu'en réalité, ce que tu as, c'est peur de te retrouver seul avec tes propres affaires. Il est plus facile de s'obséder pour l'autre que de faire face à ton propre vide. Mais ainsi, tu n'augmentes que ta dette intérieure, retardant le moment d'affronter ce qui compte vraiment. Que fais-tu pour toi-même? Personne ne viendra te sauver de ce trou d'autonégation. Soit tu prends les choses en main, soit tu restes piégé dans la misère de l'attente éternelle. L'énergie mentale est limitée. Chaque fois que tu la gaspilles en hypothèses, en suppositions ou en tentative de manipuler la réaction d'autrui, tu arrêtes de l'investir dans tes propres projets, dans ta santé, dans ta croissance. Les gens qui avancent ne sont pas ceux qui obtiennent le plus d'attention extérieure, mais ceux qui savent protéger leur concentration, blindent leur esprit des distractions toxiques et redirigent leur puissance vers ce qui peut vraiment se transformer. Je te le répète, car je ne veux pas que tu te trompes. Donner du pouvoir à l'absence de quelqu'un est le pire investissement émotionnel que tu puisses faire. Tu ne récupères rien en attendant. Tu perds seulement du temps et de l'énergie que tu pourrais utiliser pour devenir une version de toi qui ne dépend du regard de personne. As-tu du mal à te lever parce que tu attends toujours un message? Parfait. Voilà la preuve que tu dois changer d'investissement. Utilise cette même ténacité que tu dépenses à vérifier ton téléphone pour construire quelque chose de réel. Améliore ton corps, lis, apprends, organise ta vie, fais le travail inconfortable de te regarder à l'intérieur et de nettoyer les blessures que tu traînes. Chaque minute que tu choisis de te donner l'attention que tu mendiais à l'extérieur est un coup direct à la dépendance. Personne ne te respectera plus que tu ne te respectes. Personne ne valorisera ta présence si tu l'offres toi-même comme une remise à la première absence. Le stoïcisme n'est pas résignation, c'est action lucide. Il te rappelle que ce que tu sèmes dans ton esprit grandit. Et si tu ne sèmes que le manque, c'est tout ce que tu récolteras. Je te le dis sans fioriture, arrête d'attendre que la présence de quelqu'un te rende ce que tu ne peux construire qu'en cultivant ta propre valeur. Arrête d'utiliser ta douleur comme excuse pour rester dans la passivité. Investis ton énergie en toi, non par fierté, mais par survie. Celui qui se néglige en cherchant à l'extérieur se perd à l'intérieur. C'est la vérité que personne ne veut regarder en face. Ne te plains pas ensuite de la solitude si c'est toi qui as d'abord abandonné ta propre compagnie. Commence aujourd'hui, pas demain. Transforme l'obsession en discipline, le vide en construction. Personne ne va te remplir si tu continues à laisser des trous à l'intérieur de toi. La force ne se mendie pas, elle se cultive. Fais-toi ton meilleur investissement. 6. Réponds avec calme, pas avec fierté. Ne te méprends pas. Répondre avec fierté ne te rend pas fort. Cela te rend prisonnier de ton insécurité. La réaction hautaine, cet élan de rendre le coup, de prouver que tu n'as besoin de personne non plus, n'est qu'un masque maladroit pour ne pas faire face à la véritable blessure. La fierté déguisée en intégrité est en réalité de la peur. Peur d'être vu comme vulnérable. Peur d'accepter que le silence ou le mépris t'ont blessé. L'esprit veut te protéger et te vend l'idée que si tu réponds avec froideur ou indifférence, tu conserves le pouvoir. Mais ce que tu conserves, c'est le poids inutile d'une guerre intérieure. Parce qu'au fond, tu sais que cette attitude ne guérit rien. Elle ne fait que retarder la douleur et la transforme en ressentiment, une facture mentale qui, à long terme, finit toujours par te coûter cher.
Le mécanisme est simple et brutal. Face à l'absence, l'esprit cherche à restaurer l'équilibre et la première chose qu'il trouve est le faux soulagement de la fierté. Je ne suis pas affecté, je m'en fiche. Je vais prouver que je peux vivre sans cette personne. Mais cette narration n'est rien d'autre qu'une réaction défensive face à la peur d'être exposé. Quand le silence de l'autre te blesse, la fierté propose une sortie rapide. Répondre avec un commentaire cinglant, bloquer, ignorer ou effacer la conversation. Tu crois que cela te permet de reprendre le contrôle, mais en réalité, tu réaffirmes seulement ta dépendance émotionnelle, car ton action est toujours dictée par la blessure, pas par la clarté. Au lieu de résoudre le conflit intérieur, tu l'encapsules sous une couche de force apparente qui ne résiste pas au moindre questionnement. La fierté n'est que l'armure de la peur, et vivre derrière des armures t'empêche de guérir. Tu réponds avec calme lorsque tu décides de regarder en face ce que tu ressens, sans fuir ni cacher la douleur avec des attitudes vides. La sérénité n'est ni passivité ni résignation. C'est la conséquence de comprendre que ta réaction ne doit pas être un reflet automatique de la blessure, mais un choix délibéré depuis la maturité. Tu n'as pas besoin de prouver de la froideur ni de feindre la supériorité. Tu as besoin d'une honnêteté brutale avec toi-même. Pourquoi veux-tu répondre avec fierté? Parce que cela t'effraie de te montrer humain, parce que tu crois que céder la calme est perdre de la valeur. Mais la vérité est autre. Le calme n'est pas soumission, c'est un pouvoir réel. C'est la force de celui qui se connaît et décide de ne pas hypothéquer sa dignité pour gagner une bataille insignifiante dans un jeu de fierté. Le stoïcisme enseigne à briser le circuit de la fierté automatique. Lorsque tu détectes cet élan, tu as l'opportunité de désamorcer le mécanisme et de te demander « Cette réaction me construit-elle ou me fragmente-t-elle » Le calme est inconfortable au début, car il t'oblige à rester dans le lieu de la douleur sans anesthésie instantanée. Il n'y a pas d'applaudissements ni de reconnaissance externe, juste le travail silencieux de te soutenir, de ne pas céder à la tentation de répondre depuis l'ego blessé. Mais là, juste là, c'est là que se forge le caractère. Répondre avec calme est un acte de respect de soi. Il ne s'agit pas de te laisser piétiner ni de faire silence sur ce que tu ressens, mais de choisir le moment et la manière depuis la clarté, pas depuis le manque. La fierté t'enferme dans un cycle de réaction et de défense. Le calme te permet d'agir avec stratégie, avec une vision d'avenir, non seulement pour gagner une discussion, mais pour préserver ta santé mentale. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la fierté, tu brises le schéma qui te maintient lié au jeu des autres. Tu cesses de chercher la validation dans la réaction de l'autre et commences à construire une base interne de sécurité. Ce n'est pas facile, car cela implique de renoncer à la gratification immédiate de avoir le dernier mot et de supporter l'inconfort en silence. Mais cet inconfort est le prix de la liberté émotionnelle. Au final, répondre avec calme n'est pas un signe de faiblesse, mais la plus grande preuve de maîtrise de soi. La fierté est bruyante, le calme est percutant. Celui qui répond avec sérénité prouve qu'il n'est plus à la merci des fluctuations émotionnelles de quiconque. C'est la véritable force, choisir la paix même lorsque l'esprit te pousse au conflit. 7. Libère-toi en lâchant prise, pas en bloquant. Tu te surprends un moment à regarder l'écran de ton téléphone, le pouce hésitant entre deux options, bloquer cette personne qui t'ignore ou simplement la laisser partir sans plus. La conversation est toujours là, sans nouveau message, avec la tension accumulée après des jours d'absence. Tu sais que le blocage est tentant car il promet un soulagement instantané, une sensation de contrôle sur la situation. Mais si tu analyses en profondeur ce qui t'arrive, tu te rends compte que ce n'est pas un vrai contrôle, c'est juste un raccourci émotionnel pour masquer l'inconfort. L'acte de bloquer est souvent chargé de colère, de déception ou d'un mélange amer de fierté et de fatigue. Tu te vends l'idée que couper l'accès est une façon de te protéger, mais en réalité, tu renforces souvent le lien négatif, tu t'attaches encore plus à la narration de la douleur.
Le blocage physique est simple. Ce qui est difficile, ce qui coûte vraiment, c'est de lâcher prise en profondeur. Le mécanisme est clair. L'esprit cherche une solution rapide pour cesser de ressentir ce poids, ce vide inconfortable chaque fois que tu vois la conversation stagnante. Alors tu te lances dans le blocage, convaincu qu'en éliminant l'accès, tu élimines aussi la blessure. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que la douleur ne s'efface pas avec un bouton. Car ce qui te blesse n'est pas la présence de l'autre dans ta liste de contacts, mais l'histoire que tu continues à alimenter dans ta tête. Le blocage devient un pansement, une réaction défensive qui te donne l'illusion d'avoir fermé un cycle. Alors qu'en réalité, tout ce que tu as fait, c'est mettre une porte fermée sur une pièce en désordre. Lâcher prise implique bien plus que d'éliminer un contact. Cela exige de faire face au travail intérieur, de laisser aller l'attente, le ressentiment et l'idée que l'on te doit quelque chose. Si tu approfondis, tu verras que le blocage résout presque jamais le véritable conflit. Il peut te donner un répit momentané, mais à long terme, si tu n'as pas lâché l'attachement émotionnel, la pensée continue de revenir. La blessure reste ouverte et le ressentiment se multiplie en silence. Lâcher prise, en revanche, est une décision stratégique beaucoup plus puissante. Cela ne signifie pas se résigner ni faire l'indifférent, mais cesser d'investir de l'énergie dans ce que tu ne peux pas changer. Lâcher prise, c'est accepter que l'autre a le droit de s'éloigner, de ne pas répondre, de vivre son processus, et que ta paix ne dépend pas de forcer une fermeture externe. C'est choisir de ne pas poursuivre ni punir, mais de te déplacer vers l'avant avec la dignité intacte. L'entraînement stoïque vise justement cela. Il ne te demande pas de supprimer, d'ignorer ou de bloquer par impulsion, mais de travailler en toi pour libérer l'espace mental que cette personne ou cette situation occupe. Il t'invite à interrompre le cycle de réaction, à te demander si agir par la colère ou la fierté te laisse vraiment en paix. La véritable libération se joue sur le terrain intérieur, quand tu peux voir le chat, te souvenir de l'histoire et pourtant te sentir calme parce que tu n'as plus besoin que l'autre personne confirme ta valeur. Lâcher prise est une discipline, pas une évasion. C'est décider de cesser de porter un poids inutile, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu en as besoin pour avancer. Au fond, bloquer est facile, lâcher prise est difficile. Mais seul l'un des deux chemins te libère. Fermer la porte n'est pas la même chose que de lâcher la charge. La prochaine fois que tu ressentiras l'urgence d'éliminer, arrête-toi et évalue. Cherches-tu à te protéger ou à éviter le travail de lâcher prise? Libère-toi en lâchant prise, pas en bloquant. C'est la décision qui renforce ton caractère et te redonne le véritable contrôle. Le contrôle sur ton monde intérieur. 8. Avancer sans rester ancré dans le passé. Je vais le dire sans adoucir. Le moment le plus difficile n'est pas quand quelqu'un s'en va, mais quand vous réalisez que vous êtes toujours attaché à ce qui n'existe plus. C'est inconfortable de noter comment le corps réagit avant l'esprit, comment les doigts glissent encore et encore sur les vieilles photos dans la galerie, parcourant des messages comme si vous pouviez trouver un nouvel indice, un signe qui donnerait un sens à ce qui est déjà brisé. Il y a une fatigue particulière dans ce geste, un mélange de nostalgie et d'entêtement qui vous maintient en cercle, piégé dans des répétitions qui n'ajoutent plus rien. L'air pèse différemment quand vous vous accrochez au passé. La pièce semble plus petite, la poitrine se serre, et même le café perd de son goût parce que l'esprit est occupé par des souvenirs qui ne laissent pas de place à ce qui est devant vous. Je le sais parce que j'ai été dans ce piège, parce que j'ai ressenti le besoin presque physique de revenir en arrière, de retourner à ce moment où tout semblait avoir un sens. Mais c'est la paradoxe. Plus vous essayez de revivre ce qui est perdu, plus vous vous épuisez et moins d'énergie il vous reste pour avancer. Le passé a une force invisible qui s'accroche aux détails, aux petits objets, aux chansons qui jouent en fond, aux habitudes que vous n'arrivez pas à lâcher. Chaque fois que vous revisitez ce qui était, vous établissez un circuit mental qui renforce l'idée que cela était mieux, que vous avez perdu quelque chose d'irremplaçable et que peut-être, si vous restez là, vous pourrez le récupérer.
Mais ce que vous tenez, c'est une image figée, une version de vous qui n'existe plus et une histoire qui ne se réécrit que dans votre tête. C'est comme marcher avec un sac à dos rempli de pierres étrangères. Chaque souvenir non traité, chaque rancœur, chaque « et si j'avais fait cela différemment » ajoute du poids et vous empêche de bouger librement. Le véritable avancement commence lorsque vous avez le courage de lâcher ce fardeau, lorsque vous cessez de chercher des explications dans ce que vous ne pouvez pas changer et que vous vous concentrez sur ce qui est ici, en ce moment. Ce qui est pratique et brutal dans le stoïcisme, c'est qu'il ne vous permet pas de rester bloqué. Il vous oblige à regarder ce que vous avez et ce que vous pouvez faire maintenant, pas ce qui a déjà été. Avancer n'est pas un acte grandiose ni dramatique. C'est la somme de décisions minimales, de gestes quotidiens. Fermer la galerie, ranger l'objet qui vous attache, sortir, marcher différemment. Cesser de revoir des conversations qui n'existent que dans votre mémoire. Le corps le ressent d'abord, moins de tension dans les épaules, la respiration qui se libère, les mains qui enfin s'occupent de quelque chose de productif et cessent de trembler à la recherche de réponses. C'est là que commence la transformation. Quand vous choisissez de faire face au présent sans le filtre de ce que vous avez perdu. Quand vous osez construire à partir du point où vous vous trouvez réellement, pas depuis la nostalgie. Vous n'avez pas besoin d'effacer le passé, ni de nier ce que vous avez ressenti, mais vous devez cesser d'alimenter la machinerie interne qui vous maintient en train de tourner au même endroit. Chaque minute que vous passez à revenir en arrière est une minute que vous perdez à construire quelque chose de nouveau, à découvrir une possibilité qui ne peut pas s'inscrire dans l'inertie d'hier. Le passé n'enseigne que si vous le lâchez. Si vous restez, il vous consume. C'est la ligne dure que personne ne veut accepter. La dignité se démontre aussi dans la capacité d'avancer sans regarder en arrière avec pitié ni avec colère, mais avec la certitude que votre histoire ne se termine pas dans la dernière absence. Choisissez de bouger, même si cela fait mal. Choisissez d'avancer, même si le corps demande à reculer. Parce que c'est seulement ainsi que le passé se transforme en expérience et non en prison. Et cela, croyez-moi, est le seul vrai chemin vers la paix. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il existe des gestes quotidiens qui semblent insignifiants, mais qui coûtent cher. Cédez votre opinion pour éviter un conflit, gardez le silence sur ce qui vous dérange par peur de gêner, vous laissez entraîner par l'urgence de vous intégrer ou, pire encore, mendier de l'attention de ceux qui ne vous respectent pas. Ce n'est pas une faiblesse occasionnelle, c'est une fracture dans le caractère qui, si vous la normalisez, vous enchaîne à une vie de dépendance et de ressentiment. Personne ne vous rendra la dignité que vous offrez, et il n'existe pas de récompense pour celui qui se sacrifie le plus pour être accepté. Il est inconfortable de l'admettre, mais souvent, le seul ennemi qui vous enlève le contrôle de votre vie, c'est vous-même, par peur de rester seul ou de vous sentir invisible. Le stoïcisme n'est pas une recette pour devenir froid, mais c'est un entraînement brutal pour couper à la racine la soumission, l'auto-tromperie et l'épuisement à chercher l'approbation. La tranquillité et le respect de soi ne se négocient pas. Ils se défendent comme une limite inébranlable. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur. Vous devez vous le rappeler chaque jour et agir en conséquence. La vie n'attend pas ceux qui suppliquent. Elle attend de la fermeté, de la clarté et la capacité de partir quand c'est nécessaire. Si vous voulez cesser d'être manipulé ou utilisé, commencez par ne pas vous trahir vous-même. Ce que vous tolérez aujourd'hui est le prix que vous paierez demain. Il est temps de reprendre le contrôle. Pas un pas en arrière en dignité, pas une goutte d'énergie pour ceux qui ne vous valorisent pas. 1. Préserve ta dignité face à tout. Si tu remets ta dignité entre les mains des autres, tu perds tout. C'est aussi simple que cela.
Peu importe combien de justifications tu inventes, ni à quel point tes arguments internes sont convaincants pour excuser chaque fois que tu te humilies pour obtenir de l'attention, pour des miettes de respect ou pour ne pas être seul. Chaque fois que tu choisis de te taire face à un manque de respect, chaque fois que tu t'adaptes au confort des autres, au détriment de ta propre vérité, tu te vends à bas prix. Ce ne sont pas les autres qui te rabaissent, c'est toi qui baisses ton prix. La dignité n'est pas un prix que te donnent ceux qui t'acceptent. C'est la base sur laquelle tout ce que tu es se construit. La perdre, c'est permettre à n'importe quel vent extérieur de contrôler ta direction, te livrant à la dérive de la validation et de la manipulation. Tu dois cesser de te faire petit pour t'adapter à des moules étrangers. Il y a ceux qui chercheront toujours à profiter du faible, de celui qui doute, de celui qui est prêt à négocier sa paix pour de la compagnie, ou son respect pour de l'acceptation. Si tu te reconnais dans cette attitude, ne te trompe pas. Ce qui te manque, ce ne sont pas des opportunités. Ce qui te manque, c'est une limite. Être aimable n'est pas la même chose qu'être soumis. Et tolérer l'intolérable n'est pas de la maturité, c'est de la faiblesse déguisée en vertu. Chaque fois que tu refuses de mettre un terme, chaque fois que tu te justifies en pensant que ça vaut la peine de supporter, tu hypothèques ta valeur. La dignité est le filtre qui sépare ce que tu mérites de ce que tu acceptes seulement par peur. Si tu ne mets pas de limites, ta vie se remplit d'envahisseurs. Personne ne défendra tes frontières si tu ne le fais pas d'abord. Tu ne peux pas continuer à attendre que les autres changent ou te valorisent si tu ne te respectes pas toi-même. La dépendance à l'approbation des autres est une chaîne invisible. Elle t'attache à la médiocrité et à l'auto-illusion. Combien de temps vas-tu encore investir à convaincre ceux qui ne veulent pas voir ta valeur? Le respect de soi ne se négocie pas. Il s'exige par des actions. Si tu dois mendier de l'attention, tu as déjà perdu. Si tu dois forcer l'admiration, tu es déjà vidé de l'intérieur. Arrête de mendier ce que tu peux te donner toi-même. Ta dignité n'est pas une monnaie d'échange pour acheter des likes, de la compagnie ou des compliments bon marché. Se maîtriser soi-même est la seule garantie contre la manipulation. Si tu réagis impulsivement à chaque provocation, tu deviens prévisible, manipulable, insignifiant. L'autocontrôle n'est ni froideur ni résignation, c'est la discipline de prioriser l'essentiel. Ne sacrifie pas ton intégrité pour une gratification immédiate. Chaque fois que tu le fais, tu deviens esclave de tes impulsions et du désir d'acceptation. L'indépendance réelle n'est pas de l'arrogance, c'est de la force. Supporter la solitude avec dignité sera toujours préférable à t'entourer de relations toxiques ou vides au nom d'un faux sentiment d'appartenance. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à qui que ce soit. Celui qui vit en essayant de se valider auprès des autres s'épuise, se fragmente, devient un acteur de sa propre existence. La vraie valeur s'affirme dans le silence, dans la cohérence, dans la constance. Ta dignité est ton bouclier, pas ton déguisement. Si tu comprends cela, il y a une phrase que tu ne dois jamais oublier. Ne mets jamais ta dignité entre les mains des autres. Et une autre, l'autocontrôle est la meilleure défense contre la manipulation. La dignité n'est pas négociable. Si tu ne la protèges pas, personne d'autre ne le fera. 2. Ne remets pas ta valeur en jeu pour obtenir de l'approbation. Tu es assis devant ton téléphone, tu vois que la conversation s'essouffle et le dernier message est resté sans réponse. Tu ressens le besoin d'écrire quelque chose de plus, d'ajouter un emoji, de chercher une excuse pour réapparaître. Ce n'est pas seulement de l'anxiété, c'est cette pression sourde qui t'oblige à rester présent, même si de l'autre côté, tu ne reçois que de l'indifférence ou des réponses courtes. L'impulsion de continuer à investir, de chercher la réaction, se déguise en intérêt sincère, mais au fond, c'est la peur de disparaître du radar de quelqu'un d'autre. C'est là que tu commences à négocier avec toi-même. Tu te convaincs que la persistance est une vertu, que céder un peu plus n'a pas d'importance, qu'il vaut mieux sacrifier de petites parties de ta fierté plutôt que de ressentir le vide du désaccord. Mais la vérité est plus crue.
Chaque fois que tu cèdes sur l'essentiel, tu ne deviens pas seulement plus invisible aux yeux de l'autre, tu deviens aussi plus opaque à toi-même. Le mécanisme est presque automatique. Tu as appris, peut-être depuis l'enfance, que l'acceptation avait ses récompenses et que le rejet faisait mal, comme une plaie ouverte. Ainsi, tu as développé une sorte de radar pour capter les signaux d'approbation. Et quand tu ne les reçois pas, ton esprit se précipite pour combler ce vide à tout prix. Tu t'adaptes, tu t'édites, tu baisses le ton de ta voix, tu doutes de tes propres opinions, tout cela pour t'intégrer dans une narration qui n'est même pas la tienne. Tu appelles cela de l'empathie, tu le déguises en flexibilité, mais au fond, tu sens comment le poids de ta valeur se réduit chaque fois que tu privilégies l'intégration à l'authenticité. C'est une dette émotionnelle qui ne se solde jamais, car la validation des autres est un paiement qui arrive toujours en retard et qui n'est jamais suffisant. Tu te rends compte qu'il y a des jours où tu te lèves déjà en te demandant ce que les autres attendent de toi. Tes amis, ton partenaire, ton patron, même des inconnus sur les réseaux sociaux. Tu t'entraînes à lire les gestes, à deviner les intentions, à te modeler selon ce que tu crois être bien reçu. L'esprit devient un filtre qui déforme la réalité. Tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que tu crois qu'elles devraient être pour plaire, pour appartenir, pour ne pas être mis de côté. Et ainsi, peu à peu, tu cesses de t'écouter. Le conflit interne apparaît lorsque ton instinct te crie que tu ne devrais pas accepter certaines attitudes, mais ta peur de perdre l'approbation t'oblige à sourire, à te taire, à continuer d'investir dans des relations ou des situations qui ne font qu'alimenter ton anxiété. Cet entraînement constant à chercher l'approbation des autres est une fracture dans le caractère. Il affaiblit la volonté, oxyde la confiance et te rend otage des attentes externes. Il ne s'agit pas de devenir insensible, ni de traverser la vie sans se soucier de rien ni de personne. Le problème est que, si tu remets ta valeur sur la balance des autres, tu finis par vivre dans une dette perpétuelle, toujours en attente d'une validation qui ne consolide jamais ton estime de soi. La clé est d'identifier le moment exact où tu commences à céder juste pour recevoir de l'approbation. C'est là que tu dois t'arrêter, non par fierté vide, mais par un profond respect pour ton essence. Tu n'es pas le résultat des gestes des autres. Ta valeur ne dépend pas de si l'on t'applaudit ou de si l'on t'ignore. La véritable sécurité est de faire ce qui est juste, même si personne ne regarde. Ne vends pas ta dignité pour une tape dans le dos. L'approbation que l'on mendie est toujours une défaite interne. Alors, tiens-toi ferme sur ce que tu es. Priorise la cohérence avant la sympathie, le respect de soi avant la gratification instantanée de te sentir accepté. Si tu dois déguiser ton essence pour appartenir, le prix est trop élevé. Personne ne peut te donner la valeur que tu te refuses. Ne change pas ton authenticité pour un applaudissement éphémère. La paix intérieure est plus précieuse que l'approbation fugace. 3. Le respect de soi ne se négocie jamais. J'admets qu'il y a des moments où j'ai ressenti la tentation de troquer mon respect de soi pour plus de confort, pour éviter un conflit ou simplement pour éviter l'inconfort d'être celui qui met un terme à la situation. Ce n'est pas facile à reconnaître, mais il y a un mécanisme interne qui s'active lorsque l'ambiance devient tendue. Ce moment inconfortable où tu te demandes si cela vaut la peine d'exprimer ce que tu penses, si ce serait mieux de laisser passer, si peut-être tu exagères et que tu devrais t'adapter. Ce n'est pas de la lâcheté ouverte, c'est une négociation silencieuse avec soi-même. Tu te dis que ce n'est pas grave, que pour une fois ça ne fait rien, que la relation ou la paix momentanée pèse plus que ta propre conviction. Mais là est l'erreur. Chaque fois que tu acceptes un manque de respect, même minime, tu t'entraînes à tolérer le suivant. Le respect de soi ne se négocie jamais, car dès que tu le fais, tu démontes le seul système de protection réel que tu as. Tu perds ton autorité interne et avec elle, la capacité d'être fidèle à ce que tu es. En décomposant le problème, un schéma se révèle. D'abord, tu sous-estimes l'impact de céder sur des petites choses. Tu crois que tu peux te remettre après, que c'est réversible.
Mais ce qui se passe réellement, c'est que ton esprit apprend que le sacrifice du respect de soi est une option viable, et cette porte ne se ferme jamais complètement. La prochaine étape est la rationalisation. Tu justifies ton silence, tu minimises le dommage, tu te répètes que c'est par diplomatie ou maturité. Cependant, ce qui semble être de la flexibilité est, au fond, un recul. C'est permettre aux autres de définir la valeur de ta présence et de ta voix. Le respect de soi est une décision, pas une conséquence. Personne ne va te le donner ou te le rendre après te l'avoir pris. Si tu le remets en question une fois, le précédent affaiblit toutes tes limites futures. La conséquence la plus dangereuse n'est pas la réaction des autres, mais l'usure interne qui s'accumule. Tu perds la clarté pour distinguer quand tu cèdes par stratégie et quand tu cèdes par peur. Le respect de soi est la base à partir de laquelle tu décides qui tu laisses entrer, jusqu'où tu permets qu'on t'influence et à quel moment tu dois te retirer. Il ne s'agit pas de rigidité ni de fierté vide. Il s'agit d'établir un standard qui ne bouge pas au gré des circonstances ou des émotions des autres. La dignité ne se négocie ni en privé ni en public. Si tu le fais une fois, il te sera plus facile de le justifier la prochaine fois. Et ainsi, sans t'en rendre compte, l'exception devient une habitude. Celui qui apprend à défendre son respect de soi développe une sorte d'immunité psychologique face à la manipulation et au chantage émotionnel. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est toi qui décides du prix de ton temps, de ta parole, de ta présence. Le respect des autres n'arrive que lorsque tu l'exerces d'abord avec toi-même. Si tu échoues dans cette discipline, tu deviens un terrain fertile pour l'abus et la manipulation subtile. Il n'y a pas de raccourci. Le respect de soi est un investissement quotidien. Ne troque pas ta valeur pour une tranquillité momentanée. C'est la ligne qui sépare celui qui vit selon ses principes de celui qui s'adapte par peur. L'essentiel est d'identifier le point exact où surgit la tentation de céder. Si tu reconnais ce moment et que tu résistes, tu renforces ton caractère et ton indépendance. C'est la base de toute relation saine, de tout projet qui a un avenir. La certitude qu'il y a un noyau en toi qui n'est pas à vendre, qui ne s'ajuste ni à la pression ni au désir de plaire. Le respect de soi est la frontière ultime. Si tu la franchis, tu te perds. Si tu la défends, tout le reste s'organise. 4. Poser des limites sans peur ni culpabilité. Une limite est comme tracer une ligne sur une carte personnelle, mais pas avec de l'encre ni avec des mots grandiloquents, mais avec des gestes subtils et des décisions concrètes. Il y a ceux qui franchissent cette ligne sans regarder en arrière. Ils interrompent, envahissent, exigent, et c'est là que la plupart se rétractent, baissent les yeux ou forcent un sourire gêné pour ne pas rompre l'ambiance. Le corps le révèle avant la bouche. La mâchoire se tend, les épaules se haussent, les doigts tambourinent sur la table cherchant une excuse pour s'échapper du moment. Mais la leçon est simple et brutale. Celui qui ne maintient pas sa limite avec fermeté finit par être un territoire de passage pour toute volonté étrangère. Cela se remarque lors des réunions où votre opinion est ignorée, dans la famille qui décide pour vous sans vous consulter, dans le couple qui répète le même reproche en sachant qu'il n'y aura pas de conséquences. Vous vous entraînez, sans le vouloir, à être flexible dans l'essentiel et rigide dans ce qui n'importe pas. C'est une auto-illusion qui pèse comme un sac à dos rempli de pierres que vous avez choisi de porter. Mettre des limites sans peur ni culpabilité est une rébellion silencieuse contre cette vieille habitude de s'adapter jusqu'à se défigurer. La peur apparaît dans la gorge, déguisée en prudence. Mieux vaut ne pas créer de problème. Il vaut mieux garder la paix. Mais chaque fois que vous cédez, le message est clair. Votre paix intérieure est négociable. Les autres le lisent dans votre posture, dans votre ton doux, dans la façon dont vous justifiez l'injustifiable. Il n'est pas nécessaire de crier ni de faire des scènes. La limite est un acte, pas un discours. C'est le regard qui ne se baisse pas, le refus qui ne s'explique pas, le non qui ne se déguise pas en peut-être. Celui qui a appris à maintenir son espace sans hésiter transmet une sécurité qui n'a pas besoin d'ornement.
C'est une énergie dense, presque palpable, qui laisse clair que tout n'est pas permis. Et cela dérange ceux qui ont l'habitude d'envahir, mais en même temps, cela les oblige à respecter. La culpabilité est l'autre obstacle, ce murmure interne qui vous accuse d'égoïsme, de distance, de ne pas savoir céder. Ce qui est curieux, c'est qu'elle n'apparaît que lorsque vous prenez soin de ce qui vous appartient, jamais lorsque vous vous sacrifiez excessivement. La culpabilité est le prix à payer d'avoir grandi en croyant que plaire est plus important qu'être honnête. Mais chaque fois que vous ignorez cette voie, chaque fois que vous priorisez votre cohérence au-dessus des applaudissements des autres, votre dignité se renforce. Le respect de soi ne fleurit pas sur le terrain de l'auto-illusion. Il a besoin de clarté, a besoin de frontières, a besoin du courage de déranger quand c'est nécessaire. Celui qui ne met pas de limites perd sa forme. Cette phrase n'a pas besoin d'explication. C'est le résumé de ce qui se passe lorsque vous retardez votre besoin de respect en échange d'une paix fragile et temporaire. La pratique est concrète. Assis devant celui qui vous exige plus que ce que vous pouvez ou voulez donner, le corps réagit. Le pouls monte, la bouche se dessèche, l'esprit cherche une sortie diplomatique. C'est là que tout se joue. La vraie limite est celle que vous maintenez lorsque l'ambiance se tend, lorsque vous savez qu'il peut y avoir rejet ou incompréhension, mais que vous choisissez quand même de rester avec ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix ni de justifier votre décision. Il suffit de maintenir le geste ferme, la voix stable et la conviction que votre bien-être n'est pas négociable. Tout ce qui est demandé ne mérite pas de réponse. C'est l'autre ligne iconique. Parce qu'à la fin, chaque fois que vous choisissez votre dignité au-dessus de l'inquiétude ou de la culpabilité, vous devenez un peu plus maître de vous-même. Et cela, dans un monde qui récompense la complaisance, est une forme de liberté. 5. Maîtrise tes impulsions, décide calmement. Il n'y a pas de pire ennemi que ta propre impulsivité, c'est aussi simple que cela. Tu peux avoir 1000 principes gravés dans ta tête, tu peux répéter des phrases de motivation chaque matin, mais si chaque fois que tu ressens la pression d'une émotion tu sautes pour réagir sans rien filtrer, tout ton prétendu autocontrôle n'est qu'une façade. La plupart des gens ne réalisent même pas combien de pouvoir ils abandonnent aux premières impulsions. Tu réponds à ce message blessant parce que ton ego est en feu, tu cèdes à la provocation parce que tu ne supportes pas l'inconfort de rester silencieux, tu cherches la gratification rapide parce que ton esprit ne tolère pas le vide, ne serait-ce qu'une seconde. C'est ce mécanisme qui te rend esclave. Tu confonds ressentir avec décider. Tu n'es pas maître de ta vie si tes émotions te tirent comme une marionnette. Tu ne peux pas parler de dignité ni de respect de soi si tu te rends à chaque impulsion comme si tu n'avais pas d'alternative. L'autocontrôle n'est pas une option. C'est la base minimale de toute véritable liberté. Jusqu'à quand vas-tu justifier tes réactions en disant que c'est comme ça que tu es ou que tu ne peux pas l'éviter? C'est de la paresse mentale déguisée en authenticité. Personne ne naît avec de la maîtrise de soi. Cela s'entraîne. Chaque fois que tu choisis de répondre depuis le calme et non depuis l'emportement, tu renforces un muscle invisible qui est bien plus important que n'importe quelle force physique, celui de la volonté. Arrête de te mentir avec l'excuse que tu n'as pas pu l'éviter. Tu as pu, mais tu as décidé de ne pas le faire parce que c'est plus confortable d'exploser, de céder, de chercher un soulagement immédiat plutôt que de supporter le vide et de penser clairement. Celui qui ne maîtrise pas ses impulsions est un terrain facile pour tout manipulateur, pour tout provocateur, pour toute situation qui le sort de sa zone de confort. Peu importe combien de raisons tu crois avoir, si tu ne peux pas mettre de distance entre ce que tu ressens et ce que tu fais, tu ne contrôles rien. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans le nombre de fois où elle ressent de la colère, de la frustration ou de la peur, mais dans la capacité à ne pas laisser ses émotions dicter ses décisions. Le stoïcisme ne te demande pas de ne pas ressentir, mais de savoir attendre que l'émotion passe pour décider avec la tête, pas avec le ventre.
le temps que tu laisses entre l'impulsion et l'action est l'espace où se joue ta liberté. C'est là que l'on voit qui commande vraiment, toi ou tes émotions. Si chaque provocation te met hors de toi, si chaque rejet te pousse à supplier ou à réagir de manière désespérée, tu n'es rien d'autre qu'un spectateur de ton propre désastre. Le calme est pouvoir. Grave-toi cela. Celui qui décide avec la tête froide gagne toujours, même si de l'extérieur il semble avoir perdu. Ce qui est difficile, c'est d'accepter que décider calmement coûte. Cela nécessite de l'inconfort. Cela nécessite de se mordre la langue, d'avaler sa fierté, de respirer profondément et de laisser passer le tremblement initial. Mais chaque fois que tu y parviens, le prix est un investissement qui se multiplie en respect de soi. Personne ne respecte celui qui explose ou supplie. On respecte celui qui sait attendre, celui qui résiste à l'impulsion et agit seulement quand il a vu le tableau complet. C'est le secret que personne ne te dit. La plupart des erreurs qui ruinent les relations, les réputations et les opportunités naissent d'une impulsion mal gérée, d'une réaction qui se déclenche trop tôt. Si tu dois choisir entre avoir raison et avoir de la dignité, choisis toujours la dignité. Parce que la dignité se construit avec de l'autocontrôle, pas avec des explosions émotionnelles ni des réponses désespérées. Si tu veux être libre, entraîne la pause. Mets-toi mal à l'aise dans le silence avant de répondre. Laisse l'émotion se refroidir avant de prendre une décision. C'est ce qui distingue celui qui commande dans sa vie de celui qui ne fait que réagir. La maîtrise de soi est le premier signe de grandeur. Il n'y a pas de raccourci. Si tu es esclave de tes impulsions, tu seras esclave de quiconque sait comment te provoquer. Décide calmement, même si cela te coûte. C'est là que commence le véritable respect de soi. 6. Ne persiste pas là où tu n'es pas valorisé. Ne persiste pas là où tu n'es pas valorisé. C'est l'une des vérités les plus inconfortables et nécessaires auxquelles tu peux faire face. Peu importe à quel point ton désir d'être vu, entendu ou accepté est fort, si tu dois forcer ta présence, justifier ta place ou convaincre quelqu'un de ton importance, tu as déjà perdu la bataille avant même de commencer. La reconnaissance authentique ne se mendie jamais. Elle se donne lorsque ta simple existence, ta seule manière d'être, génère du respect sans que tu aies à sacrifier une partie essentielle de toi-même. Mais le problème est plus profond. L'esprit, par peur du vide et de l'exclusion, invente des histoires pour supporter le rejet. Tu te répètes que peut-être qu'ils ne t'ont pas compris, que peut-être qu'ils ont besoin de temps, que si tu insistes un peu plus, les choses changeront. Cette narration ne sert qu'à divertir ton espoir et à anesthésier la douleur de ne pas être suffisant aux yeux des autres. Il y a un piège psychologique très subtil dans lequel nous tombons presque sans nous en rendre compte. Tu te convaincs que ta valeur dépend de la réaction des autres et tu commences à mesurer ton estime de soi en fonction de l'attention, de l'affection ou de l'approbation que tu reçois. Ce que tu ne vois pas, c'est que chaque fois que tu insistes dans un endroit où tu es ignoré ou méprisé, ton esprit devient accro à ce cycle d'attente et de frustration. C'est une dépendance déguisée en persévérance, une dette émotionnelle qui ne se termine jamais de se payer parce que le paiement ne dépend pas de toi. C'est ainsi que tu t'épuises, en investissant de l'énergie, du temps et de la dignité dans des relations, des emplois ou des espaces où ta présence ne sert qu'à remplir un vide fonctionnel, mais jamais émotionnel. Cette insistance te vide de l'intérieur et le pire, te convainc que tu ne vaux que ce que l'autre décide de reconnaître. La racine de ce besoin d'insister là où tu n'es pas valorisé est souvent enfouie dans de vieux apprentissages. La peur de l'abandon, la crainte de la solitude, la blessure de se sentir remplaçable ou invisible. Le mécanisme est simple. Ton esprit préfère le mauvais traitement ou l'indifférence au néant, car au moins là, il y a une réaction, un signe de vie, un quelque chose qui te maintient accroché. Mais ce quelque chose n'est ni respect ni affection sincère. C'est juste l'écho d'un manque intérieur que tu n'as pas appris à affronter. Alors tu insistes, tu t'adaptes, tu te minimises et, peu à peu, tu t'habitues
à la faim émotionnelle. Plus tu luttes pour être remarqué dans un espace qui n'apprécie pas ce que tu es, plus tu t'éloignes de toi-même et plus il devient difficile de reconnaître ta propre valeur sans intermédiaire. Ne confonds pas la persévérance avec l'auto-tromperie. Insister là où il n'y a pas de réciprocité n'est pas une vertu, c'est un épuisement. Il y a une différence claire entre lutter pour une relation saine et s'accrocher à un espoir toxique. La dignité, c'est toujours quand il est temps de se retirer. Mais la peur de perdre t'oblige à rester un peu plus, à justifier l'injustifiable, à chercher des signes là où il n'y a que de l'indifférence. Si tu dois forcer ton importance, payer le prix de ta présence ou négocier les miettes d'attention, tu hypothèques ton estime de soi. Ne persiste pas là où ton absence pèse moins que ta présence. Cette phrase est clé. Car insister, c'est au fond ne pas accepter la réalité. Que tous les lieux, toutes les personnes, toutes les histoires ne méritent pas ton engagement. La véritable force réside dans le fait de savoir quand s'arrêter, de reconnaître que le respect de soi ne se prouve pas en forçant quiconque à te valoriser. Ta dignité se consolide dans le silence de ton retrait, dans la capacité de laisser de l'espace et de permettre que le vide soit plus éloquent que n'importe quel mot ou geste désespéré. Ce n'est qu'alors que tu peux voir clairement. L'absence, lorsqu'elle est digne, enseigne plus que 1000 tentatives de plaire. N'aie pas peur de cesser d'insister. Crains de rester là où tu t'éteins. Retire-toi avant de te perdre. C'est le signe de maîtrise de soi et de respect de soi qui distingue celui qui se valorise réellement. Si tu n'es pas le bienvenu, tu n'es pas non plus nécessaire. Fais-toi le plaisir de ne plus insister. 7. Marche seul quand c'est nécessaire. Un vendredi après-midi, les messages dans le groupe s'éteignent et le plan de sortir en groupe se dissipe sans explication. Tu marches seul dans la ville, ressentant le poids subtil de ne pas appartenir à un endroit, d'être la dernière option ou même celui qui ne sert à rien. Ce malaise t'accompagne alors que tu vois d'autres se rassembler, rire, appartenir, et une partie de toi commence à chercher des raisons de ne pas être là où tu aimerais être. Ce n'est pas que la solitude frappe fort comme un coup sec, c'est plutôt un goutte à goutte constant. Un rappel que marcher seul parfois est la seule route digne lorsque le prix de l'appartenance est de te rabaisser. L'esprit, entraîné à chercher des refuges, commence à négocier. Peut-être devrais-tu insister, céder sur tes limites, accepter des miettes, juste pour éviter ce vide ponctuel. Mais c'est ici que se révèle le véritable coût de ne pas savoir être seul. Tu commences à hypothéquer ton intégrité en échange d'une compagnie qui ne te respecte même pas. Si tu analyses le mécanisme, tu verras que la société a mis sur la solitude une étiquette d'échec, comme si être seul était toujours un signe de défaut personnel. Depuis petit, on nous entraîne à chercher la validation dans le groupe. Appartenir est l'objectif, et rester en dehors semble la pire des condamnations. C'est pourquoi, quand il te faut marcher sans compagnie, l'esprit l'interprète comme un rejet, non comme un choix. Le véritable problème surgit quand tu fais n'importe quoi pour éviter cet échec. Tu insistes là où on ne te veut pas. Tu acceptes des conditions injustes, tu tolères des mépris, tout cela pour ne pas affronter le silence qui vient avec l'indépendance. La liberté coûte de l'inconfort. Et la peur de cet inconfort est ce qui pousse des millions à nier leur propre valeur pour une place à n'importe quelle table, même s'ils ne sont pas désirés là. Rester là où on ne te respecte pas est plus de solitude que d'être seul. C'est la paradoxe que personne ne t'explique. La décision stratégique consiste à assumer que marcher seul, quand c'est nécessaire, n'est pas de la résignation, c'est une dignité active. Il ne s'agit pas de devenir un ermite émotionnel, ni de renoncer aux liens humains, mais de reconnaître qu'il y a des scénarios où la seule façon de conserver ton respect de soi est de ne pas partager le trajet. Le piège apparaît quand tu crois que ta valeur dépend du nombre d'invitations ou de l'approbation de l'environnement. Cette approche te rend esclave de la statistique sociale et t'empêche de voir que souvent, le prix de l'acceptation collective est de te diluer jusqu'à ne plus te reconnaître.
Marcher seul, dans ces cas, est le filtre qui sépare ce que tu es de ce que les autres veulent que tu sois. Si tu apprends à tolérer cet inconfort, tu deviens maître de ton temps, de tes décisions et de ta paix mentale. L'analyse est simple mais brutale. Chaque fois que tu choisis la mauvaise compagnie par peur de la solitude, tu entraînes ton esprit à sacrifier des principes en échange d'une tranquillité superficielle. Mais chaque fois que tu choisis de marcher seul par conviction, tu renforces un muscle psychologique qui va bien au-delà de l'autosuffisance. C'est la capacité de te soutenir, même si personne ne regarde, de ne pas demander la permission d'exister. Celui qui sait être seul devient invulnérable à la manipulation et au chantage émotionnel, car il ne dépend plus de la présence ni des applaudissements des autres. Marche seul avant de te perdre dans la foule. C'est la force qui sépare celui qui se respecte de celui qui cherche seulement à s'intégrer. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est une stratégie vitale. Si le prix de l'accompagnement est de te trahir, choisis ton propre chemin, même si c'est en silence. La dignité ne se négocie pas et ne se partage pas à n'importe quel prix. Marcher seul, quand c'est nécessaire, est la preuve finale que tu t'appartiens. 8. Ton autocontrôle est ta véritable force. Je confesse avoir ressenti, plus de fois que je ne voudrais l'admettre, ce tir interne impossible à dissimuler. Le pouls accéléré dans la gorge quand quelqu'un me défie, la mâchoire serrée lors d'une discussion, les mains agitées, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher pour ne pas exploser. Le corps le trahit avant que l'esprit ne parvienne à rationaliser quoi que ce soit. Dans ces secondes précédant le lâcher d'une réponse cinglante ou d'une réaction impulsive, je me suis vu comme un spectateur mal à l'aise, observant le combat entre ma fierté blessée et le besoin de ne pas perdre le contrôle. Il y a un vertige particulier, à savoir que tu pourrais tout balayer en un instant, juste parce que tu ne supportes pas l'inconfort de rester silencieux, de mastiquer la frustration, de laisser l'autre croire qu'il a gagné, même si cela n'est qu'une construction mentale. La fierté brûle, mais la conscience pèse plus. Chaque réaction impulsive est céder un morceau de pouvoir et de respect de soi, même si la colère te vend l'idée que tu défends ton territoire. La scène se répète dans le quotidien. Tu es en réunion et tu remarques comment quelqu'un essaie de te provoquer avec une phrase subtile, à peine déguisée en blague. Le geste se durcit, le regard s'affûte, tout ton corps répond au défi avant que ta raison puisse intervenir. Ou peut-être est-ce à la maison lorsque tu reçois un message qui semble un manque de respect et tes doigts tremblent d'envie de répondre immédiatement, de prouver que personne ne te marche sur les pieds. Ton esprit se remplit d'arguments, de répliques imaginaires, de justifications. La tentation est presque physique, une décharge d'énergie qui demande à sortir immédiatement. Mais ce que tu ne vois pas, ce qui est difficile à accepter, c'est que c'est là que se mesure ta véritable force. Pas dans l'explosion, mais dans la pause. Pas dans la réaction, mais dans la capacité à te contenir, à laisser l'émotion se poser, à ne pas offrir le contrôle de ta vie à celui qui le mérite le moins. L'autocontrôle n'est pas l'absence d'émotion, ni la froideur d'une statue. C'est la capacité de continuer à ressentir toute l'intensité, mais de décider quoi en faire. Il y a une différence énorme entre réprimer et gouverner. Celui qui réprime s'intoxique de l'intérieur, finit par exploser tôt ou tard. Celui qui gouverne reconnaît la tension, l'observe, la laisse passer comme un visiteur inconfortable, mais ne lui remet pas les clés de la maison. Cet entraînement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une discipline quotidienne, comme renforcer un muscle invisible, supporter le silence inconfortable, laisser la fierté se dégonfler, se mordre la langue jusqu'à ce que le jugement reprenne le siège du conducteur. La vraie force se mesure dans la pause, pas dans l'impulsion. C'est la ligne qui sépare celui qui commande dans sa vie de celui qui ne fait que réagir. Dans la pratique, l'autocontrôle se révèle dans des détails presque imperceptibles. La respiration qui s'allonge avant de répondre, le mouvement lent des mains pour ne pas frapper la table, la décision consciente de reporter une réponse jusqu'à ce que l'émotion perde de sa force. C'est inconfortable, oui,
Parfois ça fait mal comme un sevrage. Mais chaque fois que tu y parviens, tu te redonnes de l'autorité. Tu te rappelles que tu n'es pas esclave de tes émotions, ni marionnette de ceux qui savent comment te provoquer. L'autocontrôle est le filtre définitif, celui qui te protège de tomber dans des manipulations, celui qui préserve ta dignité, même si tout en toi crie de se venger. Décider avec la tête froide est le véritable acte de pouvoir. Ce n'est pas de la résignation, c'est le respect de soi dans son état le plus pur. Entraîne-le chaque jour, car c'est là la différence entre une vie gérée de l'intérieur ou livrée aux caprices des autres. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret.